Bonjour Sophie Camard. Bonjour. Salut Pablo. Salut, salut. Merci Sophie d'avoir accepté notre invitation. Sophie, tu es la maire du premier secteur de Marseille, présidente du groupe de la métropole, pardon, je vais y arriver. Pour une métropole du bien commun. Merci, dont tu es la présidente. Hier, le maire de Marseille a signé un très gros plan avec l'État, la ville, la région pour un montant de 762 millions d'euros. On va y revenir. Mais d'abord, ça fera bientôt 2 ans en juin que la gauche marseillaise, avec le printemps marseillais, a ravi la ville à la droite, des années marquées par l'ère Gaudin, Jean-Michel Gaudin. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé votre arrivée au pouvoir pour les Marseillais? Comment les Marseillais voient-ils le changement? Et surtout, le voient-ils, ce changement? Jean-Claude Gaudin. J'ai dit Jean-Michel. Jean-Michel. Rien ne va ce matin. Bien aussi. Écoutez, moi, je pense qu'il commence à le percevoir. Alors, effectivement, je pense qu'il faut peut-être revenir sur le contexte qu'on a trouvé en arrivant et sur notre volonté, en fait, qu'aujourd'hui, Marseille, ce soit plus Gotham City au soleil, hein, pour vous donner un petit peu une expression sur un film que j'aime bien. C'est-à-dire quand même, pour mesurer aujourd'hui ce qu'on est en train de faire, il faut revenir à la situation qu'on a trouvée. Donc rapidement, tout le monde connaît l'image de Marseille qui correspond à une certaine réalité: violence, pauvreté, économie informelle, énorme retard sur les écoles, les logements, les transports collectifs, puis une grosse crise démocratique, hein, avec des élus impliqués dans des affaires, soit de détournement de fonds, soit de logements indignes, hein, de gauche et de droite pendant des années. Une ville-centre dépouillée de ses compétences au profit d'une métropole très contestée, puisque en fait, on est sur un modèle de métropole inversé par rapport à Paris et Lyon, où c'est la richesse. En fait, nos voisins ne veulent pas payer pour Marseille. Nos voisins sont plus riches que la ville-centre. Et vous avez des quartiers pauvres qui, en gros, partent des quartiers nord jusqu'au centre-ville, là où je suis maire, par exemple, de chaque côté de la gare Saint-Charles. Et par exemple, on a 2 quartiers de politique de la ville, Noailles et Belzins, de chaque côté de la Canebière. Et Noailles, c'est le quartier où il y a eu l'effondrement de la rue d'Aubagne, On va y qui a revenir. provoqué, voilà, on y reviendra, ce mouvement un petit peu de prise de conscience qu'il fallait changer la ville. Donc forcément, quand on est élu, donc j'imagine qu'on reviendra plus tard sur comment le printemps marseillais est arrivé dans l'élection, les attentes sont énormes. Le programme, nous, on est arrivé avec un programme où on avait dit aux gens, on en reparlera, on sait qu'il y a de l'argent à aller chercher. Et on arrive avec un programme énorme où il faut redresser notre ville, dans les écoles, le logement, où il faut avoir une autre relation aux citoyens. On arrive en pleine crise sanitaire, donc au début, on ne peut rien faire dans l'espace public. Et en même temps, on a utilisé tout ce temps de la crise sanitaire pour travailler les dossiers, pour comprendre comment ça marche une ville qui est effondrée sur elle-même, parce qu'on avait un appareil administratif qui répondait plus du tout à rien, qui était tétanisé sur place. Donc, il fallait changer l'administration, il fallait que nous, on comprenne où on arrivait et qu'on fait, on ouvre tous les tiroirs et qu'on regarde ce qu'on allait pouvoir faire. Et donc, dès qu'on a pu avoir le déconfinement, nous, on a remis de l'événementiel sur l'espace public, on a recréé du lien avec les gens et puis on a commencé à aller chercher de l'argent et à obtenir un certain nombre de résultats. Aujourd'hui, on est dans des phases aussi de concertation avec les habitants. À Noailles, par exemple, là où il y a eu lieu de l'effondrement, en ce moment-là, moi, avec ma mairie de secteur, on a mis en place ce qu'on a appelé une contribution citoyenne qui est en cours avec le tissu, avec les habitants et les habitués, comme on dit à Noailles. Et donc, on est dans cette phase où, on est quand même plutôt satisfait, nous, finalement de ne pas avoir trahi notre programme. Et puis, on a besoin aussi de beaucoup de courage et de détermination parce que la situation n'est pas simple et on a beaucoup d'obstacles sur notre route. Mais ce qui est assez, en tout cas, moi, dans le centre-ville de Marseille, je trouve que les gens nous soutiennent, en fait. Ils nous poussent à aller plus loin. Voilà, je trouve qu'on a toujours un certain soutien et une certaine compréhension de la situation qu'on a trouvée en arrivant. Alors, tu as dit on va aller chercher l'argent. Enfin, c'est quand même une de vos missions avec la nouvelle équipe. Comme Pierre le disait, le maire de Marseille, Benoît Payan, a signé hier un plan pour un montant de 762 millions d'euros. Ça concerne la ville et la métropole de Marseille. 762 millions d'euros, ça semble faire beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quoi vos priorités? Alors, le volet logement se rajoute, en fait,
à d'autres volets. On a commencé par les écoles, 1,2 milliard. D'accord, avec une société publique qui permet à l'État et à la ville de lancer des chantiers mais phénoménaux. Parce que sur les écoles, c'était un des cœurs de notre programme et c'était un des cœurs de la mobilisation citoyenne en fait à Marseille. On retrouve aujourd'hui, par exemple, l'adjoint aux écoles de la ville de Marseille était un ancien responsable syndical de la FSU et animait le collectif sur les écoles. Donc là, c'était une grosse promesse sur nos compétences propres. Donc il y a 1,2 milliard sur les écoles. Il y a eu, ça c'est une compétence métropolitaine, mais nous, on a beaucoup bataillé pour la priorité des quartiers nord. Il y a 1 milliard sur les transports et aujourd'hui, nous avons presque 1 milliard sur le logement. Et donc, on retrouve bien les thématiques prioritaires en fait, qu'on avait mis dans notre programme et sur lesquelles les citoyens se battent aujourd'hui. Donc, sur le volet logement, ce sont des financements classiques qu'on trouve dans d'autres villes, mais qui n'ont jamais été vraiment bien utilisés à Marseille. C'est l'Agence nationale de rénovation urbaine qui est financée 1/3 par l'État, 2/3 par les bailleurs sociaux, qui va nous aider en fait à réhabiliter quelques dizaines de quartiers en fait. Et dans le centre-ville, c'est très particulier, on y reviendra, parce qu'on va remettre du logement social en centre-ville là où il y a du logement indigne. Donc c'est assez particulier, je pense, comme exemple. Et on va avoir l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, qui va accompagner les propriétaires privés, parce qu'il faut avant tout que les propriétaires privés tiennent. Enfin, le problème qu'on a, c'est les coproprivés, les propriétaires qui ne réhabilitent pas leurs immeubles. Donc, il y a un volet coercitif contre les marchands de sommeil, il y a un volet d'accompagnement des propriétaires privés, on va dire de bonne foi, et puis il y a tout le foncier qui va appartenir aux institutions publiques, à la ville, à des sociétés publiques, et qui va nous permettre de mettre du logement social en réhabilitant un centre ancien, ce qui est aussi nouveau à Marseille, où on a plutôt l'habitude des grandes démolitions avec de la reconstruction de neuf. Et ça faisait partie un peu des angoisses des habitants dans le centre-ville, de se voir raser leur quartier, d'avoir à partir. C'est vrai qu'on a eu une crise humanitaire énorme. Il y a eu 5000 délogés, sur 5000 personnes délogées. C'est l'équivalent du quartier de Noailles, en fait, sur tout le grand centre-ville. C'est une crise humanitaire, en fait. Sophie, mais nous, on tient à garder cette mixité sociale et à reconstruire la ville en prenant soin des gens, du bâti et du patrimoine. Oui, Sophie, tu disais tout à l'heure, mais c'est vrai que pour les gens qui ne connaissent pas Marseille, tu es maire d'un secteur qui est très mixte, mais qui est partagé entre deux parties, une partie plutôt très aisée, une partie plutôt très populaire. Comment justement tu imagines ton secteur dans les 5 prochaines années, d'ici 5 ans, comment ce secteur qui est séparé en deux presque, comment tu réfléchis à ça? Comment tu repenses justement ce cœur de Marseille? Alors, c'est très intéressant comme question. Un secteur à Marseille, c'est 2 arrondissements. Donc, moi, c'est le 1er et le 7e. Le 1er, c'est le centre-ville, grosso modo, autour de la Canebière jusqu'au Vieux-Port. Et puis, vous arrivez sur la corniche et les collines qui vont vers la corniche, où là, ce sont des gens, c'est parmi les plus riches de Marseille qui habitent sur ces collines. Donc, j'ai vraiment effectivement, j'ai un secteur passionnant. Il y a le littoral, le Vieux-Port, l'habitat indigne, les gens riches, les îles du Frioul, c'est absolument passionnant. Les touristes l'été, bon voilà. C'est un peu la vitrine, en fait, de Marseille. Ce que je voulais dire, c'est que quand je parlais de Gotham City en souriant, rappelez-vous les ouvrages, je ne sais pas si vous les connaissez, d'un journaliste comme Philippe Pujol qui parlait de la chute du monstre. Ça a beaucoup marqué, je veux dire, tous les Marseillais, y compris les gens riches, en fait. Enfin, il n'y a pas de critère de revenu sur la honte qu'on peut ressentir d'avoir une ville dans un tel état. Moi, j'ai fait campagne dans dans ces quartiers favorisés, où presque c'était assez, d'ailleurs, ça m'a réconcilié avec la notion d'altruisme parfois. Je ne parle pas de tout le monde, mais pour ceux qui nous ont reçus et qui ont voté pour nous dans ces quartiers-là, parce que c'était assez intéressant, on ne peut plus supporter d'avoir une ville dans un tel état. On sait que vous allez avoir beaucoup de travail dans le centre-ville, allez-y, madame. Et donc, il y avait comme une sorte de transfert de pouvoir, là, comme ça, de nous dire,
on doit changer notre vie. Nous, on ne peut plus qu'on soit riche, pauvre. En fait, il y a une forte identité marseillaise quand même. Il y avait, même vous prenez des chefs d'entreprise, par exemple, ils ne supportent plus le fait que les marchés publics, ça ne fonctionne pas, que personne n'y a accès, que c'est sur réseau, qu'il y a des logiques mafieuses. Vous savez, même un libéral bon teint, il peut aussi se dire, mais je ne peux pas faire de business et je ne peux pas créer d'emploi convenablement à Marseille. Donc nous, Marseille a changé par sa gauche, mais je veux dire, parce qu'il y avait cette mission très forte, parce que Marseille est quand même une ville populaire, parce que Marseille, ce n'est pas Bordeaux ou Lyon, mais je veux dire qu'au-delà de notre propre camp, il y avait cette notion très forte d'être tous ensemble pour changer notre ville. Alors, mais justement, là, tu dis que Marseille était une ville populaire. Comment est-ce que vous allez faire pour que Marseille reste une ville populaire? Parce que vous allez, comme tu l'as dit, vous allez assainir les comptes, vous allez assainir la gestion globale de la ville, mais vous allez aussi augmenter peut-être l'attrait que peut avoir la ville. Et donc, vous allez vous récupérer tous les Parisiens qui veulent venir vivre à Paris parce Ne que venez pas, là-bas, s'il vous plaît. voilà, non, mais Non, c'est ça, et ils vont faire augmenter les prix. On a vu à Paris ce que ça voulait dire, hein. À Paris, par exemple, on a plein de logements sociaux, mais enfin, grâce notamment à l'action de l'exécutif parisien, mais les prix n'ont fait qu'augmenter. Comment est-ce que vous allez anticiper cette augmentation du prix du foncier? L'anticiper, on y est déjà dedans, donc on va s'y confronter, hein, j'ai envie de dire. Hein. Il va falloir qu'on bataille contre ça. Je tiens quand même à dire que là, il faut quand même reprendre de manière très volontariste la construction de logements sociaux. Il faut savoir que le mot logement social, particulièrement dans le sud de la France, c'est très discrédité. Pourtant, ça correspond à 80% des Marseillais peuvent prétendre à un logement social. Mais c'est très marqué par l'image de la cité ghetto. Même quand on a un petit salaire à Marseille, on ne veut pas y aller dans des cités dégradées. Et pourtant, on demande du logement social et on demande du logement en fait pour tous. Moi, j'appelle ça le logement pour tous à un loyer acceptable. Donc, effectivement, c'est pour ça que ces financements de l'ANRU, on est allé les chercher. Parce que très concrètement, aujourd'hui, c'est d'ailleurs intéressant, mais même des élus de droite sont en train de bouger, qui étaient contre le logement social, parce qu'ils sont en train de s'apercevoir que même leurs électeurs à eux, qui, par exemple, ont pris des logements dans des résidences privées, dans le secteur libre, etc., ne peuvent pas se loger, ne peuvent plus se loger. Et il y a une sorte de mobilisation comme ça dans la ville pour essayer de répondre à cette nouvelle situation. Donc, effectivement, on a aussi découvert, on le savait, hein, mais maintenant on a les chiffres des locations saisonnières. Donc, en fait, on va être confronté au même problème qu'à Paris, hein, on le sait. Comment réguler le fameux Airbnb? 10 000 locations saisonnières, on a découvert pour avoir le chiffre. Il y a 40 000 demandes de logement à Marseille, c'est énorme, énorme. On a tous ces immeubles vides à réhabiliter, on avait demandé l'encadrement des loyers à notre arrivée, mais c'était une compétence métropole. Donc, la métropole étant à droite, nous ne l'avons pas eu. Moi, je m'en mords les doigts. Voilà, on va… Après, je vais vous dire aussi… D'ailleurs, je pense à aujourd'hui parce qu'il y a des mobilisations sur le pouvoir d'achat, mais cette histoire de hausse des prix, en fait, aujourd'hui, il y a une spécificité sur l'immobilier, la bulle immobilière, mais on va bien rentrer dans une autre phase économique maintenant avec l'inflation, la montée des prix de manière générale. Peut-être aussi que là, je veux dire, il faut des mesures d'ensemble au niveau du pays aussi pour répondre à ce genre de situation. Nous ne sommes que des petits élus locaux et on ne peut pas évidemment faire face entièrement à la spéculation, etc. Et on a besoin de mesures fortes aussi au niveau national pour nous aider à réguler en fait, cette situation. Même si quand même je trouve qu'avec des leviers municipaux et métropolitains que maintenant on a réussi à obtenir et l'aide de l'État, on peut quand même faire beaucoup de choses. La volonté politique, ça compte aussi, voilà. Tu disais justement, Sophie, que souvent les habitants de Marseille vous poussaient et vous encourageaient justement à œuvrer pour Marseille. Tu rappelais dans le même temps que quand même l'histoire marseillaise fait que entre les compétences de la métropole, celles de la ville, etc., c'était compliqué de faire aboutir à un certain nombre de choses. Comment vous allez vous assurer, vous, aujourd'hui, ou comment vous assurez-vous d'ailleurs qu'il se passe bien un plan d'action à Marseille et pas un plan de communication pour Emmanuel Macron? Ça, effectivement, on a deux problèmes ici. Aller chercher de l'argent, c'était déjà le préalable. Sans l'argent, déjà, vous partez mal. Ensuite, la deuxième étape, c'est effectivement que l'argent arrive bien
sur le terrain. Hein. Alors là, je vais vous dire, c'est pour ça qu'il y a ce système des sociétés publiques en fait, qui n'existait pas avant à Marseille. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la ville, la métropole, l'État, sous l'égide de l'État local, en fait, qui a toujours voulu en fait, avoir un cadre de travail avec la ville qui n'existait pas avant. Mais aujourd'hui, on a des sociétés publiques qui ont des calendriers opérationnels. Et moi, sur le centre-ville, je peux vous dire que de toute façon, si on n'arrive pas à lancer tout ce qu'on a promis là, dans les années à venir, enfin, moi, je veux dire, je ne pourrais pas me regarder dans la glace. Et de toute façon, c'est hors de question qu'on n'y arrive pas. En fait, j'ai envie de vous dire... Enfin, nécessité fait vertu, quoi. On peut pas, là, maintenant, nous, en fait, on est des petits élus de gauche, là, vous voyez, on est condamnés au résultat. On est condamnés au résultat. On n'a pas le choix. On est obligé d'être pragmatique, opérationnel. On travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les gens nous demandent beaucoup. Et moi, je ne pourrais pas me regarder dans la glace si dans 5 ans, il ne s'est rien passé. Je dis toujours, moi, je vais être une élue jugée sur le nombre d'échafaudages dans les rues de Marseille. Dans les rues de Marseille, mais ce n'est pas possible. On n'a pas été élu pour faire un plan de com, en fait. Et les gens le savent très bien. Et du coup, on commence dès maintenant à lancer des chantiers, en fait. Hein. Moi, j'ai une nouvelle école qui va sortir là, dans le 1er arrondissement. Ça faisait 15 ans que les gens l'attendaient, en fait. 15 ans. Le jour où on l'a réannoncé au directeur de l'école, c'est une grande annexe, presque il avait les larmes aux yeux. Parce qu'en fait, il n'y avait pas la volonté politique, il n'y avait pas le suivi technique et il n'y avait pas la capacité à faire. C'est difficile de décrire la situation, en fait. Alors justement, en parlant d'école tout à l'heure, je ne sais pas si l'école dont tu parles, elle faisait partie du grand plan de 1,2 milliard sur 9 ans. Elle faisait partie de ça ? Elle en fait partie aujourd'hui, puisqu'en fait, effectivement, il y a 170 écoles sur 170 écoles sur plus de 400 à Marseille qui sont concernées par des grands projets de rénovation ou d'ouverture de nouvelles écoles. Alors, on se souvient que Emmanuel Macron, c'était pas d'argent magique sans contrepartie et qu'il avait semé un peu la panique et la colère dans la communauté éducative parce qu'il voulait faire des écoles de Marseille un laboratoire de liberté et de moyens. Il voulait inviter les enseignants et la communauté éducative à, je cite, adapter, repenser les projets d'apprentissage, les rythmes scolaires, les récréations, la durée des cours, la façon d'enseigner. Il avait donné la possibilité, enfin, il voulait donner la possibilité au directeur de choisir les équipes pédagogiques. Il avait fâché les enseignants, oui. Ouais, voilà. Mais qu'est-ce que vous avez fait avec ce type on a dissocié, effectivement, ça nous a bien embêté cette affaire. Ce n'était pas des contreparties, puisque le volet sur le bâti est bien plus énorme que cette histoire. Alors maintenant, c'est devenu des écoles laboratoires. Il y en a quand même une quarantaine qui ont surgi de ça. J'ai vu la carte il n'y a pas longtemps. Sur en fait des innovations pédagogiques, etc. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? Effectivement, on s'est tué à dire ce n'est pas une contrepartie. Voilà, parce que ça n'en est pas une. On a un plan de rénovation qui est bien plus large, qui repose en fait le bâti, c'est le bâti en fait. Faut reconstruire les écoles dans les quartiers nord, point. Donc effectivement, ça après, nous on est de gauche, il y a Monsieur Macron, ça après, ça fait partie un peu des frottements politiques qu'on a pu avoir entre nous. Voilà. Justement, à propos de frottement, parce que ça serait intéressant que tu nous rappelles un peu d'où vient cette majorité, ou en tout cas cette coalition inédite, parce que la nouvelle majorité marseillaise est issue d'une union inédite, le printemps marseillais, des communistes, des socialistes, des écologistes, des personnes issues de la société civile. Tout le monde se souvient évidemment de la première maire issue de cette majorité, Michèle Rubirola, qui avait incarné cette espérance à Marseille. J'imagine quand même que des désaccords existent dans vos discussions. Comment est-ce que vous parvenez, vous, à surmonter ces désaccords quand la gauche, à l'échelle nationale, a plutôt tendance à se fracturer et à se diviser chaque jour toujours plus? Moi, j'ai l'habitude de dire, on a tellement de travail qu'on n'a pas le temps de se disputer. En fait. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai un exécutif de ma mairie de secteur que j'aime beaucoup, mes adjoints. On a une super équipe.
une douzaine d'adjoints. L'autre jour, on a rigolé parce qu'on avait tous les votes de gauche. Il y avait du Taubira, du Hidalgo, du Roussel, du Mélenchon, du Jadot. On a rigolé, on s'est regardé, on a dit bon allez, on va pas se disputer, on continue parce que là, ils nous saoulent là-haut. C'est un peu ça l'état d'esprit en fait. Comment on va traverser là ces moments de tension nationale qui en fait remettent de la tension entre nous. Mais en fait, on est un peu galvanisé en fait, il faut comprendre. Après, une ville comme Marseille, si vous voulez, comme j'explique toujours, ce qu'on a à faire, c'est des gros fondamentaux de gauche en fait. Vous voyez, l'école publique, les inégalités de territoire, le logement social, l'écologie, parce qu'il y a vraiment, on est en retard sur les transports collectifs, la voiture, la pollution. On va se disputer là-dessus entre nous. La gauche, quand même, elle ne se dispute pas là-dessus. Et or, c'est ça, nous, notre feuille de route, la culture pour tous. Attendez, c'est pas possible, on ne peut pas se disputer là-dessus. C'est pour ça qu'il y avait une forme d'intérêt général, en fait, qui, dès la campagne, surmontait tout ça, en fait. Mais moi, vous savez, si j'avais pas gagné l'élection, je serais partie de Marseille. J'en pouvais plus de vivre dans cette ville. Et je suis pas toute seule, en fait. Nous, c'est ça. Nous, c'est ça qui nous tient, en fait. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui fait que… D'abord, je voulais revenir un peu sur le printemps marseillais, parce que ce n'est pas une union de la gauche, en fait. C'est un dépassement de la gauche. C'est un mélange de la gauche. Et en fait, ce n'est pas les partis d'un côté et les citoyens de l'autre, parce que ça, on l'avait vécu avant. Des listes de partis qui se mettent plus ou moins ensemble, des listes citoyennes contre les partis. Ce qu'on a fait, qui a été très dur, hein, parce que ce n'était pas une partie de plaisir, hein, je vous rassure. Ce qu'on a fait tous ensemble, c'est un mélange de tout ça. Voilà. Aujourd'hui, il y a 90% des nouveaux élus de Marseille dont c'est la première expérience politique. Je veux dire, nous, les quelques politiques un peu expérimentés, on était quoi? On n'était que quelques-uns là-dedans. On arrivait après un champ de ruines. La gauche, elle avait été balayée, ce qui avait favorisé, je veux dire, la gauche n'avait pas gagné les municipales en 2008 avec Jean-Noël Guérini, ni en 2012 avec Patrick Menucci. Il y a eu la période Hollande. Vous sortez de là, vous êtes fracassés à Marseille. Il n'y a plus rien. Ce qui explique l'arrivée de Mélenchon, tout à fait, qui avait en fait tout un espace qui lui appartenait à un moment donné parce qu'il incarnait une sorte d'alternative à tout ça. Voilà, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, il n'a pas souhaité s'engager sur le côté local marseillais, ce qui fait que j'ai acté mes désaccords à ce moment-là, et d'ailleurs assez tranquillement depuis. Hein. Il y en a qui redécouvrent ça aujourd'hui, mais pour moi, voilà, je suis passée à une autre phase de ce que je dois faire, moi, dans ma ville. Mais je veux dire, voilà la situation qu'on a trouvée. Et pour faire le printemps marseillais, c'était pas donc que l'union de la gauche, ça a été aussi un ensemble de personnalités. Alors, vous savez, c'est un peu populaire à Marseille, mais en fait, on s'est tous un peu rebellés contre nos chefs. Alors ça plaît aux gens. Et puis, voilà, Michel Robirola, elle n'avait pas l'investiture de élever. Benoît Payan, on voit bien encore aujourd'hui, il ne soutient pas Hidalgo, il n'était pas forcément en odeur de santé au PS. Moi, je me suis disputée avec Jean-Luc Mélenchon, etc. Donc, en fait, les gens, ils aimaient bien ce récit de personnalités politiques locales qui disent « Bon, allez, coûte que coûte, on se mettra ensemble et coûte que coûte, on va gagner. » Et ça, c'était très, très fort. Est-ce qu'il n'y a pas un problème juste pardon Pablo, juste de méthode? On a le regard extérieur quand on n'est pas marseillais, et quand on voit Marseille, souvent on voit ces images du maire de Marseille, main dans la main presque, avec le président de la République, il y a quelques jours avec Gérald Darmanin. Est-ce que c'est une méthode finalement que vous assumez tous, qu'il faut aujourd'hui travailler main dans la main avec l'État et que peu importe les raisons politiques, peu importe en tout cas les différences politiques, mais on a quand même ce sentiment-là qu'il y a une évolution dans la méthode, dans la manière de faire de la politique. Je comprends par rapport à l'image. Après, avec ce que je viens de vous décrire, on a été clair devant les électeurs et en fait, ce qui fédère, c'est Marseille. C'est-à-dire que en fait, les habitants, je pense la plupart, moi, je n'ai pas de réaction choquée dans la rue par rapport à ça. Ils me disent « Oh là là, hein, vous y allez, hein, vous allez nous chercher des sous. » Donc, en fait, il y a quand même, les gens, ils comprennent en fait ce qu'on fait parce qu'on leur a dit pendant les élections, parce que moi, je trouve qu'on a été clair devant les électeurs.
y compris on a dit ça ne va pas être nos étiquettes politiques qui vont primer en premier, vu qu'on les a envoyés balader, nos étiquettes politiques. Donc ce côté intérêt général de la ville, il est compris comme ça. Et quand le maire de Marseille, en fait, vous le voyez à côté des représentants de l'État, j'ai envie de vous dire, quel qu'il soit. Je veux dire, quand vous voyez Benoît Payan à côté de Martine Vassal, qui a été notre adversaire de droite à la municipale et qui, après, a pris la métropole. C'est-à-dire qu'à la métropole, ils nous ont mis comme présidente celle qui a perdu l'élection municipale. Contre la ville-centre. On s'est retrouvé avec une métropole contre la ville-centre. Donc, on a fait des bagarres pas possibles aussi au niveau de la métropole pour obtenir, à l'issue d'un rapport de force, un consensus sur l'habitat indigne, un consensus sur les transports et le fait de dire on veut récupérer des compétences, toute la compétence voirie, on veut récupérer notre souveraineté, en fait, parce qu'on a utilisé ce terme. Et aujourd'hui, quand on voit Benoît Payan à côté de Martine Vassal, on n'a pas besoin d'expliquer aux Marseillais l'histoire. Ils le savent, qu'on s'écharpe entre nous, mais que là, maintenant, il faut faire avancer notre ville. Alors, tout à l'heure, tu as dit, oui, nous, on a un peu une spécificité à Marseille. On est souvent disputé avec l'échelon national. Enfin, on fait des choix originaux. Toi, comme tu as dit, tu t'es un peu disputé avec Jean-Luc Mélenchon. Alors, mais tu n'as pas fait que ça, puisque tu t'es aussi rapproché de Fabien Roussel. Tu as annoncé ton soutien au candidat communiste. Il faut rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, que tu es la suppléante de Jean-Luc Mélenchon sur la circonscription de Marseille, la 4e. Exactement. Et donc, tu as apporté ton soutien à Fabien Roussel. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix de Fabien Roussel? D'abord, moi, à titre personnel, je suis une vraie pastèque. Donc, j'ai toujours été rouge chez les verts, verte chez les rouges. C'est compliqué, c'est papa et maman, hein, je dis toujours. Donc, quand j'étais plus jeune, je travaillais pour des communistes, en fait. Après, quand je suis arrivée à Marseille, je me suis engagée 10 ans dans l'écologie. Et puis, j'ai été expert pour les comités d'entreprise, je travaillais pour les syndicats. Et j'ai toujours, moi, je suis assez dialectique. En fait, j'aime bien, je me dis l'écologie, pour l'écologie, pour moi, ça va dans le sens de l'histoire et avec qui on le fait, quoi. Donc, c'est pour ça que je suis toujours sensible au fait qu'on travaille avec les classes populaires, avec le monde du travail, et puis qu'on n'aboutisse pas à une écologie coupée du peuple, en quelque sorte. Et c'est vrai que moi, j'ai été au régional de 2015, une tête de liste au régional, qui était une liste, bon, on était un peu fou de faire ça, hein, EELV front de gauche. Donc, vous savez, la dialectique sur la transition énergétique, je pratique. Sur l'industrie, sur l'économie verte, sur… voilà, bon, je ne vais pas détailler tout ça. Donc, ça, c'est ma personnalité qui est comme ça. Mais du coup, avec ce que je vous ai décrit, en 2017, j'étais vraiment heureuse que Jean-Luc Mélenchon, il ait fait la fusion de tout ça. Je trouve que vraiment, l'avenir en commun, c'est remarquable en termes programmatiques. Et vraiment, ça m'avait vraiment… Je me suis dit, tiens, j'ai résolu mes contradictions à moi en votant Jean-Luc Mélenchon et finalement en participant à cette aventure-là. Le problème qu'on a eu, c'est que Jean-Luc Mélenchon, il a une stratégie nationale. Il ne s'adapte pas aux villes dans lesquelles il vient, il demande aux villes de s'adapter à lui, en quelque sorte, si vous voulez. Et avec le contexte qu'on avait à Marseille, moi, je ne pouvais pas suivre une stratégie trop sectaire, en fait, trop rouleau compresseur vis-à-vis des autres composantes politiques, surtout que la France insoumise, elle est passée de 25% à la présidentielle en 2017 à Marseille, à 8% aux européennes en 2019. On a aussi vécu, nous, tous les aléas nationaux aussi à Marseille. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Je reviens tout simplement d'anciennes amours et puis tout simplement au fait que qu'est-ce que je fais moi au quotidien? En fait, les communistes, ils travaillent avec moi et je travaille avec eux. Les communistes, ils ont travaillé avec Mélenchon ici. Les Bouches-du-Rhône, ce sont des départements. Marseille est une ville qui a toute une histoire communiste. Donc, avec tout un héritage. Il y a le journal La Marseillaise. En fait, pour moi, c'est dans mon environnement proche. C'est mes partenaires du quotidien. Ils ne sont pas tout seuls. Hein. Il y a aussi, je travaille avec des écolos, avec des élus citoyens. Et du coup, pour moi, c'est pas… vous voyez, au niveau national, ça peut faire parler. Mais moi, dans mon travail quotidien, je me sens plus cohérente. Il va y avoir un sujet sur la circonscription, justement, sur laquelle Jean-Luc Mélenchon est élu député. C'est la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône. Je le disais, tu étais suppléant. Oui, il y a sans doute y avoir un accord. Sujet. Non, mais tu souhaites un accord sur cette circonscription si Jean-Luc Mélenchon n'était pas candidat? Apparemment, il ne devrait pas être candidat. C'est ce qu'il a toujours dit.
Effectivement, enfin, qu'est-ce qui se passe? On ne va pas se mentir, hein, je crois que tout le monde attend les scores à la présidentielle pour faire les négociations de dernière minute pour se répartir les circos. Bon, écoutez, les législatives, c'est la déclinaison des présidentielles souvent, donc j'espère qu'on ne va pas être suffisamment débile pour perdre l'une des circonscriptions les plus à gauche de France, hein, parce que c'est quand même ça aussi, la circonscription de Jean-Luc Mélenchon, qui est une circonscription du grand centre-ville de Marseille. Donc maintenant, vous avez compris qu'elle est en partie populaire, en partie mixité sociale, qu'elle porte un certain modèle aussi de convivialité, de militantisme, d'héritage populaire et écolo, ce mélange-là. J'espère qu'on ne va pas la perdre. Moi, c'est juste mon souhait. J'espère que ça va bien se passer. J'espère qu'elle ne va pas, en raison de nos divisions, qu'on ne va pas se retrouver avec une mauvaise surprise dans cette circo absolument symbolique. Mais là, nous, au niveau du printemps marseillais, on essayera de faire toutes les médiations possibles, mais on est dépendant là aussi de grandes négociations nationales qui vont nous tomber dessus au niveau de ces circonscriptions. Voilà, je peux juste en appeler à la raison. Est-ce que, genre, juste un dernier mot sur la présidentielle, est-ce que tu ne serais pas tenté par ce discours qui consisterait à dire qu'un second tour Macron-Mélenchon, puisque aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon c'est le mieux placé à gauche, serait plus sain pour la vie politique et le débat démocratique qu'un second tour entre Macron et Le Pen? Évidemment. Non, mais du Quand coup, même. par le vote Ouais. utile, tu ne serais pas tenté par le vote utile? Moi, personnellement, enfin, je pense que, d'ailleurs, on a vu au Printemps marseillais, je l'ai vécu aussi. En fait, une dynamique politique, il faut arrêter de s'occuper de ses concurrents. Nous, le Printemps marseillais, on avait EELV qui avait fait une liste à part. Ouais. Ça ne nous a pas empêché de gagner, en fait. Quand vous avez une dynamique, si vous voulez gagner, ne vous occupez pas de vos concurrents qui peuvent d'ailleurs, enfin moi, qu'est-ce qu'on a fait après au municipal? D'ailleurs, on a fusionné, on s'est élargi à d'autres. Donc, j'ai envie de dire à la France insoumise, mais que le meilleur gagne et occupez, soyez positifs, arrêtez de vous crisper sur vos concurrents. Et puis, Donc toi, tu penses que il faut Fabien Roussel peut être président gagner de la la République? dynamique. Quand il y a une dynamique, de toute façon, elle emporte tout. Donc tu penses que Fabien Roussel peut être président de la République en Moi, je avril? pense que Fabien Roussel, aujourd'hui, il participe à pouvoir faire voter une certaine partie de l'électorat qui, aujourd'hui, peut-être ne voterait pas. Parce que, je vais vous dire une chose, on va se prendre un peu de recul par rapport aux bulles de propagande militante. Vous êtes tous comme moi, j'imagine, vous en connaissez tous des électeurs de gauche. Dans quel état ils sont là? Vous croyez qu'ils ont super la pêche, les électeurs de gauche? 25% au total, des candidatures divisées, beaucoup d'électeurs qui se disent je vais me déterminer à la dernière minute, et puis bon, je vais voter utile juste pour être au second tour, mais je ne suis même pas sûre de gagner. Il faut aussi prendre un peu de recul avec nous-mêmes et arrêter de se disputer entre nous et permettre aussi des expressions pluralistes de la gauche pour pouvoir aussi avancer après. Si on est sur vraiment le discours du parti unique et du rouleau compresseur, je pense que ça ne va pas marcher, ça ne permet pas d'avancer. Et moi, j'ai vu aussi qu'après la présidentielle et législative, comment on construit du quotidien, comment on reconstruit des partis politiques qui sont à la fois en ancrage local, en proximité, dans les mouvements sociaux quand il le faut, et puis au niveau national. Comment on reconstruit un rapport au pouvoir, à la fois de pouvoir et de proximité. Il faudrait peut-être aussi un peu réfléchir aussi sur ce moyen terme et sortir de la... Enfin, moi, je vous avoue que je ne me reconnais pas trop en fait, dans cette politique nationale. Je ne me présenterai pas à la législative parce qu'autant je me sens utile au niveau local où j'ai l'impression que quand on est maire, en fait, on ne peut pas mentir aux gens. Moi, aujourd'hui, être élu à l'Assemblée nationale, ça ne m'intéresse pas. En fait, faire le pitre dans des vidéos pour faire des likes, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Alors, j'aimerais bien qu'on passe un peu à autre chose. On a une dernière question, Sophie. Marseille, ville sœur d'Odessa en Ukraine. On a vu à Nice les milliers de réfugiés faire la queue devant la préfecture. Ces images ont beaucoup tourné depuis hier. Comment est-ce que vous vous préparez, vous, justement, pour l'accueil des Ukrainiens en exil? Alors là aussi, ça, c'est la vraie vie. Voilà, l'actualité internationale dans une ville comme Marseille, effectivement, elle résonne à chaque fois. À chaque crise de réfugiés, nous avons des réfugiés qui viennent de Méditerranée. D'ailleurs, on a soutenu SOS Méditerranée, est une association qui a son siège social à Marseille. Donc, que les réfugiés viennent de Méditerranée ou qu'ils viennent effectivement d'Ukraine, on est une ville
accueillante. Voilà, on a choisi d'être une ville accueillante pour les réfugiés. Concrètement, alors en fait, ce qui se passe, il y en a plusieurs dizaines qui ont commencé à arriver. Apparemment, ce qu'on commence à comprendre, c'est que Marseille n'est pas forcément leur point de chute définitif. Souvent, ils sont en escale, par exemple, pour aller à Barcelone, où il y a une grande communauté ukrainienne à Barcelone. Et donc, quand ils arrivent, soit il y a un gymnase dédié pour l'accueil en urgence, puis après des places d'hébergement. Et puis, il y a aussi beaucoup de familles. Vous savez qu'en fait, les réfugiés ukrainiens, aussi, il y a beaucoup de familles qui peuvent se proposer pour les accueillir. Et donc, bon, là, on n'a pas encore des centaines de réfugiés qui arrivent, mais les quelques-uns, voilà, sont orientés de cette manière-là. On commence à voir des enfants qui arrivent dans les écoles, etc. Et bien, donc, c'est beaucoup d'humains, d'accompagnement. On travaille effectivement, je rappelle que c'est quand même la compétence de l'État d'organiser l'accueil des réfugiés, et les villes, et nous, on fait l'accompagnement aux côtés de l'État pour orienter ces réfugiés. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir été notre invitée. Je pense que les internautes qui ne te connaissent pas vont découvrir une personnalité qui va monter. Non, mais sérieusement, je pense que tu as un discours frais, honnête. En tout cas, on le sent. On a senti ta colère dans ta parole à la fin. Et je pense que ça va faire du bien. Merci à toi. Ah bon, j'espère qu'on ne va pas encore se faire insulter. Ah, ça c'est la vie de nos c'est la vie. Voilà. Merci à vous. Merci à toi.